propose de partir au cinéma. Et au dernier moment, ma femme qui vient avec nous, qui met son manteau, dit non, je suis fatigué, allez-y sans moi. C'est quand vous rentrez du cinéma que vous découvrez son corps, c'est ça? Et on voit le sac à main sur la table basse qui est renversé, donc on comprend qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. On monte et là, on entend des cris de terreur. Et donc, on retrouve son cadavre. On a eu affaire à quelque chose d'absolument abominable. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est André Casse qui a perdu sa femme, Sylviane Casse, qui a été tuée en 1992 et qui est encore un cold case, une affaire non élucidée aujourd'hui. Il va venir avec son fils, Julien, qui avait 14 ans à l'époque. Il va nous raconter, il a eu plusieurs enfants, il va nous raconter comment il a été accusé à tort, comment il a fait des années de prison, puis il en est sorti, puis il a dû y retourner, puis il est enfin ressorti. Il va nous raconter tout son parcours et toute cette affaire-là. Merci d'être là, de plus en plus nombreux, tous les mercredis, vendredis et dimanches. 3 interviews par semaine sur Légende, sur notre chaîne YouTube. Merci de vous abonner. Si vous nous écoutez en podcast audio sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast, n'hésitez pas à nous mettre aussi 5 étoiles sur les plateformes. Ça nous permet vraiment de monter dans les algorithmes. On est premier podcast de France, donc merci beaucoup pour tout ça. C'est parti maintenant avec cette affaire incroyable. Donc c'est André Casse et Julien Casse, son fils, sur Légende. On y va. Bonjour, je m'appelle André Casse. Mon épouse a été tuée il y a une trentaine d'années. On a tout fait pour relancer la piste pour savoir quels étaient les coupables. Et pour l'instant, on est en train de poser des questions auxquelles la magistrature ne répond pas. Voilà, bienvenue André, je reprends le clap. Merci de venir jusqu'à nous. André, il y aura tout à l'heure un de vos enfants qui sera là, Julien, qui a parlé à côté de vous parce qu'il a vécu cette histoire, déjà la perte de sa maman. Ouais. Vous qui êtes accusé, qui partez en prison quand même de nombreuses années pour rien, parce qu'après vous êtes innocenté, vous êtes relâché. Comment ils ont dû s'occuper d'eux-mêmes, en fait, finalement. Ça a été une période assez incroyable. Vous avez été médiatisé à l'époque. C'est assez simple. Je dirais que j'étais un ancien pauvre qui a eu la chance de devenir assez riche. En 69, vous avez 17 ans, vous rencontrez Sylviane. Juste comment vous vous rencontrez? Alors, je rencontre mon épouse. Nous avons 17 ans tous les deux. Parce que le hasard fait que je sortais avec sa mère, qui en avait 38 à l'époque. Et je ne savais pas du tout que Sylviane existait. Elle était en stage dans Lyon. Et quand je l'ai vue, quand je l'ai découverte, c'est un peu le principe du lauréat, quoi, avec Madame Robinson. Et quand après, il tombe amoureux de la fille. C'était la même chose. Vous étiez en couple avec votre belle-mère avant? Pas en couple, non. Ma belle-mère était une amie parmi beaucoup d'autres. Et j'ai rencontré... Donc, on était en 69. Il faut bien comprendre ce que c'est. La pilule vient d'arriver. Ça, c'est extraordinaire. La liberté sexuelle est partout. On est gay et t'as pas le sida n'arrive qu'en 1984. Donc 15 ans de bonheur et de liberté. Donc on était jeunes, on était beaux, on était minces, j'avais des cheveux, la vie était magnifique. Donc vous rencontrez après la fille, du coup, donc qui va devenir votre femme, du coup. Oui. Vous tombez tout de suite amoureux, il se passe un peu de temps, comment ça se passe? Non, ça fait un flash tout de suite. Et on va s'installer ensemble. Nous avons 19 ans. On est mineurs, puisqu'on était majeurs qu'à 21. On va louer une vieille maison pourrie à Lille, dans un quartier difficile. Et on va s'installer là. Ma fille va arriver, j'ai 19 ans et 2 jours. À 3 jours près, j'avais 18 ans. Et donc, on va s'installer. Donc, pour gagner du pognon, ma femme, qui était ravissante, Mireille d'Arc en mieux, était vendeuse modèle dans un magasin de vêtements pour vieilles dames belges. Et moi, je travaillais on était 40 à bosser dans les bals pour assurer la sécurité dans des bals, des grands bals. Et je donnais aussi des cours de judo, puisque j'étais champion de défense de judo pendant des années. Et donc, vous la rencontrez, c'est après que vous vous rendez compte, en fait, que vous êtes sorti avec sa mère? C'est après que je me rends compte que sa mère, c'est-à-dire que je me rends compte le soir même. Parce que le soir même, je la raccompagne chez elle. Vous dites, tiens, mais je connais cette maison. Oui, c'est exact. Je connais l'appartement et tout. Oui. Donc, bon, ça se passe très bien. Dans le lauréat, ça se passe très mal, parce que elle est tellement vexée, la belle-mère, qu'elle fait tout pour casser l'union de sa fille et de Dustin Hoffman. Mais nous, au contraire, elle a trouvé que c'était très bien, qu'elle serait, comment dire, en bonne main. Donc, ça lui a paru bien. Et donc, à partir de là... on s'est installé et on a vécu ensemble. Et donc vous allez avoir 19 ans, vous avez votre premier enfant avec elle. Ouais. Il y a une photo de Sylviane et... Avec le petit, ouais. Voilà. Avec la petite, ouais. Avec la petite. Et donc voilà, il y a un air de Mireille d'Arc. Ah ouais. Mais ça se voit plutôt quand elle devient blonde. Là, à 19 ans, elle est brune. Ouais, cette photo-là, elle est assez impressionnante. Hein. Ouais. On pourrait croire que c'est elle, si on regarde vite la photo.
Là, c'est vous avec Mireille, avec Sylviane. Avec Sylviane. Là, cette photo-là, on a 21 ans, on se marie. 21 ans, d'accord. 21 ans. On se marie, on fait un excellent repas. Je commençais à gagner assez bien ma vie dans un restaurant excellent. Et puis ensuite, on quitte tout le monde et on va voir un film l'après-midi avec Jean-Yann, qui était moi, il y en a à vouloir des sous. Je trouvais ça très marrant comme film. Ça a été un peu la thématique de notre vie, quoi. Vous allez vous séparer en 72. En 72. Assez rapidement, finalement. Oui, enfin, 21 ans. c'est pareil, on s'est séparés quelques mois. C'est-à-dire que, bon, elle m'avait reproché de copines avec lesquelles j'étais sorti. Moi, je faisais l'armée à Lille, j'avais pu me faire muter à Lille. J'ai fait du judo pendant un an. Enfin, je suis sorti tous les soirs, je faisais du judo tous les soirs. Et donc... elle ne m'aimait plus, et puis 3 mois après, elle a voulu qu'on se remette ensemble. On a mis quelques mois et on s'est remis ensemble, et après on s'est plus jamais quittés. Voilà. Et après, vous êtes devenu promoteur immobilier en parallèle. Je suis devenu, comment dire, j'étais au départ vendeur de maison, après chef des ventes, après directeur commercial, après directeur d'agent. Et j'ai terminé comme gérant pour une filiale d'un groupe énorme qui s'appelle, enfin c'est Eiffage aujourd'hui, c'était SAE à l'époque. Et donc je dirigeais 700 cols blancs et on faisait travailler à peu près 3000 ouvriers. J'avais inventé des techniques de vente à l'époque qui étaient assez révolutionnaires, qui nous ont permis de bien réussir. Vous avez grandi sans avoir trop d'argent, vous en avez gagné beaucoup après. Donc vous avez connu les deux, en fait. C'est important pour la suite de l'histoire. On a démarré en étant fauchés comme les blés. Je me souviens que quand on avait 19 ans, qu'on pouvait se taper un petit œuf mayonnaise avec un petit steak filet américain, on était ravis, c'était le top. Alors une pizza, j'en parle pas, c'était merveilleux. Des raviolis dans un restaurant italien, c'était bien. Et puis, c'est venu d'un seul coup, mais comme un torrent. Un flux, ouais, vraiment, un flux continu d'argent. Vous gagnez. Alors, je crois que vous le disiez en interview. L'expression submersion. On parle beaucoup de submersion en ce moment. Moi, on était financièrement submergés par beaucoup d'argent qui est arrivé. C'est plutôt pas un problème. Ah non, c'était pas un problème du tout là. On n'était pas contre. Au contraire, on était très ouverts. Incroyable. Et donc, c'était vraiment une lance à incendie de billets, quoi. 1,3 million en francs, on parle, ouais. mais qui n'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. C'est à peu près l'équivalent d'1,3 million d'euros voilà. à l'époque par an déclaré. Ouais, déclaré. Voilà. Je l'ai bien déclaré. Parce qu'il y avait un peu de... Et beaucoup. De toute façon, ça fait plus de 20 ans. Hein. Non, il y a prescription fiscale. Voilà. Mais évidemment, quand tu es dans un métier pareil, tu payes rien. Tu payes pas les restaurants, tu payes pas les voyages, tu payes pas les vacances, tu payes même pas tes fringues, tu payes rien. On est à 1,3 déclaré, on n'est pas loin d'un 5. On est plutôt à 2. Puis en plus, quand tu fais une maison dans notre métier, bon, t'en payes une partie, tu payes pas tout. Enfin voilà. Quand on n'a pas eu beaucoup d'argent, soit quand on en gagne, on devient un peu paradin, on a peur de dépenser parce qu'on a peur de manquer. Soit c'est le contraire, on dépense beaucoup. Vous étiez quel genre d'homme, vous ? Comme la plupart des juifs séfarades, très dépensiers, et la vie, comment dire, tu flambes, Profiter. Tu gagnes, tu profites de ton argent. C'est pas forcément négatif. Hein. La vie est belle. La vie est belle. Non, si j'avais été eskénaze, j'aurais été économe, comme beaucoup de protestants, prudents, rationnels. Je l'ai pas été, mais en tout cas, il m'avait trouvé beaucoup d'argent. Enfin, l'expert comptable qui a validé ce que j'avais au moment où j'étais arrêté avait trouvé encore beaucoup d'argent. Alors, avant de parler justement, malheureusement, du meurtre, etc., comment vous dépensez votre argent ? Dans quoi vous dites vous dépensez beaucoup ? Qu'est-ce que vous faites comme plaisir ? Tout. Une fête permanente. Notre vie, ça a été une fête permanente. Voilà. Tout. Je sais pas, tout ce qu'on peut trouver. On se dit, tiens, Saint-Trope, c'est bien. Bon, ben, on descend à Saint-Trope. Tu te dis, mais à Saint-Trope, il n'y a pas de plage. La plage, tu l'as qu'à Ramatuelle. Donc, du coup, tu vas à la Pinède, à la Bouillabaisse. La seule plage de Saint-Trope. Ensuite, tu dois aller au Biblos dans notre hôtel si tu as envie de sortir en boîte. Enfin, je veux dire que tout ce qu'il peut y avoir de marrant, de fête, tu fais. On va voir une photo de votre maison qui s'affiche. Bon, je vais la décrire si vous nous écoutez en podcast audio. C'est près de Rouen. Vous habitez à Anneville, en Bourville, hein, c'est ça ? Ouais. Qui est voilà, c'est la plus grosse maison du coin, non ? Elle est énorme. Elle est énorme et en plus, c'était pas du tout pour paraître parce qu'on ne recevait personne. Vous avez combien d'enfants à l'époque ? À l'époque, vous avez cette maison là. À l'époque, au moment où je construisais la maison, on en avait 3. 3. Et là aujourd'hui ? 5. 5. Alors c'est important aussi d'en parler. Vous avez un couple, ça va jouer un peu sur l'affaire, pour ça je me permets d'en parler. Ouais. Un couple un peu libre. Vous êtes ouvert, voilà. Comme beaucoup de couples. Oui, absolument. C'était l'époque. Je dirais, c'était l'époque. Oui, il y en a toujours, d'ailleurs, c'est même pas. Hein. Chacun a sa sécurité. Oui, disons qu'aujourd'hui, il y a quand même plein de contraintes. D'abord, on avait une vie qui était facile. Il faut se remettre dans ces années 70. Tu avais le plein emploi, tu avais 50 000 chômeurs.
Il n'y avait rien. Tout le monde croyait à l'avenir. Tout le monde pensait que le progrès et la science allaient faire un monde merveilleux, quoi. Le droit d'avorter est arrivé en 74, la pilule est arrivée en 67-68. T'avais que du bonheur, quoi. C'était une belle époque, quoi. C'était une époque magnifique. C'était une époque magnifique. Vous cachiez vos relations avec votre femme quand on est en couple libre, ou est-ce que vous disiez, tiens, bah, ce soir je vois un tel, et puis elle allait voir quelqu'un? Non, comment ça se passe, un couple on s'organisait. La plupart du temps, on était ensemble. Mais dans mes activités professionnelles, il y avait au moins 2 soirs par semaine où je devais voyager, Lyon, Marseille ou ailleurs. Oui, Donc, pour le boulot. Donc, je m'arrangeais pour joindre l'utile à l'agréable. Voilà. Et elle aussi, du coup, sûrement... Bah, disons que ça dépend. Je lui demande pas grand-chose, mais disons que... quand on était ensemble en vacances, par exemple, je l'avais surnommée Superglue parce qu'elle ne me quittait pas, je la quittais pas. En vacances, on était collés l'un à l'autre. Après, le problème de la vie, c'est que quand tu bosses dans toute la France, il y a des moments où t'es pas là, quoi. Vous rencontrez des gens, voilà, ça se fait rencontres des naturellement. gens, t'as des ouvertures, des possibilités. Et vous arrivez quand même à faire tenir votre couple, malgré tout ça? Ah, il tient très bien. On s'amuse bien ensemble. On fait la fête ensemble. On s'amuse ensemble. J'ai jamais envie de la quitter. Elle a jamais envie de me quitter. Je veux dire qu'on est sur... depuis qu'on s'est remis ensemble en 72, tout se passe bien, quoi. Au cours de l'affaire, il y a employé de maison, maman, justement, votre belle-mère, et vont essayer de vous faire passer pour un obsédé. C'est quelque chose qui ressort quand même beaucoup et parle beaucoup de sexe, quoi. Oui, bah, c'était difficile pour elle parce qu'il y avait elle, il y avait sa belle-sœur, sa mère copine. J'en ai connu 3 quand même, qui avaient 40 ans. Moi, j'avais 17 ans, il faut remettre dans le contexte. Hein. À l'époque, Aznavour fait une chanson sur Gabrielle Russier, qui était une prof, qui s'est suicidée parce qu'elle était accusée d'avoir couché avec un de ses élèves qui avait 10 ans de moins qu'elle. Moi, les dames avec qui je couchais avaient 20 ans de plus que moi, quoi. Le 18 mars 78, à Nancy, vous allez avoir un garçon qui s'appelle Julien, Ouais. qui a 14 ans quand sa maman va se faire assassiner en 92. Ouais. On va le faire rentrer à côté de vous, si vous voulez bien. Et comme ça, vous allez expliquer à deux, parce que vous allez le vivre de manière différente, évidemment, puisque vous allez partir quelques temps après, pas tout de suite, mais en prison. Vous allez être accusé après, puis finalement innocenté, puis relâché. Et comme ça, on va pouvoir avoir le récit des deux en parallèle, si vous voulez bien. Très bien. Ça va être intéressant. On va faire rentrer Julien maintenant. C'est parti. Allez, on a fait rentrer Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Bienvenue, merci de venir parler. Mais merci à vous. On peut se tutoyer peut-être, non? Ouais, ça va être plus simple. T'as déjà parlé à côté de Oui. ton père? Oui. Depuis 45 ans, beaucoup, et dans quelques interviews. Ouais. Dans quelques interviews. Bon, tu connais un peu l'exercice. Je sais que c'est pas toujours facile de parler, puis encore moins d'une histoire comme ça. Bien sûr. Et surtout à côté de mon père. Et surtout à côté de ton père. C'est ça. T'avais 14 ans, malheureusement. Tout On a réexpliqué un petit peu, resitué la relation que ton père avait avec ta maman, etc., sur l'histoire. Ça va se passer un jour de 1992. Est-ce qu'André peut nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire, qu'on n'a toujours pas élucidé aujourd'hui, hein, vous le disiez d'ailleurs avant, vous allez une histoire où vous partez au cinéma, mais si vous pouvez resituer bien pour bien comprendre. Ben voilà, on doit partir, on propose de partir au cinéma à l'heure du déjeuner. Mon épouse dit, on y va tous, très bien. Il n'y a que Julien qui ne doit pas venir parce qu'il est puni. Un problème de devoir et tout. Donc il ne doit pas venir. Bon, finalement, il vient, et au dernier moment, ma femme qui vient avec nous, qui met son manteau, dit non, je suis fatiguée, allez-y sans moi. Et nous partons, les gosses, moi, mon ex-gendre, ma fille, on part tous au cinéma. On va apprendre que ma femme est partie à Rouen 20 minutes après nous, et elle va être à la salle des ventes de Rouen. Ça peut pas être une erreur parce que le meurtre de Sylviane s'est passé un dimanche et il a été connu le jeudi dans la presse. Et les gens de la salle des ventes de Rouen ont dit on l'a vu dimanche et ils nous ont expliqué qu'ils l'ont vu, ils sont 3 témoins. Alors qu'elle était fatiguée au départ, etc. Elle dit qu'elle était fatiguée, mais en réalité elle avait des problèmes de trésorerie et elle avait laissé avec Julien d'ailleurs La veille, ils avaient laissé à la salle des ventes. À la salle des ventes une tonne de tableaux. Donc elle avait dû vouloir aller voir comment la vente se passait, évidemment. Qui dit vente, dit pognon, donc elle était partie. Et elle est rentrée malheureusement à la maison. Et quand elle est rentrée, elle a dû surprendre les cambrioleurs, parce que c'est évident, parce que elle était projetée en bas d'un sous-sol. Elle est restée allongée avec une fracture du crâne, elle saignait, et elle ne bougeait pas. Je pense que si elle était restée comme ça sans bouger, elle serait encore vivante aujourd'hui. Vous partez au cinéma, du coup, elle ne vient pas avec vous. Finalement, Julien, toi, tu y vas. C'est ça, c'est elle qui m'autorise à la C'est quand vous rentrez du cinéma que vous découvrez son corps, c'est ça? Qui découvre son corps, d'ailleurs? Mon petit frère Jérôme, en fait, on voit le sac à main dans le hall d'entrée, sur la table basse, qui est renversée totalement, donc on comprend qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, la porte est ouverte.
Mon frère Jérôme, ma sœur Nathalie et mon père suivent Jérôme dans l'escalier, ils montent et là on entend des cris de terreur et moi je reste en bas avec le plus petit en comprenant qu'il y a évidemment quelque chose de dramatique qui vient de se passer vu les hurlements qui ont lieu. Donc ça va se passer. Vous allez voir le chien, vous avez un molosse. Oui. 42 kilos. 42 kilos et il mordait tout le monde. Et donc un bas rouge. Donc, je vous mets une photo de sorte de chien. Et donc un gros. Et on va le chercher. Il est là, coucou, je pars en rond. Alors que personne n'aurait pu rentrer. Et si quelqu'un avait mis la main sur Sylviane, il aurait tué tout le monde. Même, on peut lui mettre des coups de couteau, genre de chien. Il a le temps de faire des dégâts avant de mourir. Il y aurait eu du sang de... il y aurait du sang, du sang, de l'ADN, il y aurait tout. Il aurait bouffé les gens, quoi. Donc, on retrouve Coucou, je pars en rond dans la pièce où les femmes de ménage le nourrissaient. Faut comprendre, la maison c'est 700 mètres carrés. T'as 400 mètres carrés au sol. Donc, quand elle lavait les sols, les chiens, il y en avait plusieurs... elle les enfermait, elle les nourrissait dans une pièce tout, pour pas qu'ils dégueulassent tout le boulot qu'elle venait de faire, quoi. Donc, le chien, il est pas con. Il mord tout le monde, mais il mord pas les gens qui le nourrissent. Donc, automatiquement, on est certain aujourd'hui que quelqu'un est rentré avec la clé puisque rien n'était cassé. Les vétérinaires, tout le monde a regardé, le chien n'a pas été drogué, ni rien. Il était dans une forme éblouissante. Ma femme est projetée dans le sous-sol, on le sait, on retrouve des traces de sang. Et malheureusement, au lieu de rester allongée, elle tient sa tête, ce que le toubib a confirmé. Elle monte l'escalier, elle prend un fusil qui était au-dessus d'une armoire, elle tire ses agresseurs, et à partir de là, il retourne le fusil contre elle. Et ils étaient deux, puisqu'il y en a un qui, pendant ce temps-là, lui a serré le cou il est passé derrière avec un fil de téléphone. Et donc, on retrouve son cadavre. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, on va s'apercevoir, vers 98-99, qu'il y a encore des balles qui n'ont pas été trouvées. Je dirais, on a eu affaire à quelque chose d'absolument abominable. Juste, il y a des photos de cette époque-là. On vous voit dans un hélicoptère. C'est ça. Vous avez une enfance d'enfant plutôt aisée, du coup. Vous Très avez pu aisée. Profiter de tout, sur des poneys, là, on vous voit... Oui. Sans réaliser en réalité, puisque pour moi tout était normal en fait. On avait même on a eu des kartings qui nous ont été offerts à 10 ans dans la propriété. Mon père avait fait un petit circuit de cross. Donc, enfance de rêve pour des enfants jusqu'à 14 ans, quoi. Ah, mais jusqu'à 14 ans, c'était une vie de rêve. C'était les Club Med l'été, les Club Med l'hiver, les voyages à l'étranger tout le temps. Mais sans s'en rendre compte, en fait. Parce que tout était naturel, tout était normal. Voilà, c'est ça. C'était votre normalité. Pas de question. C'était une normalité. Vous étiez au courant du couple un peu libre de vos parents? Non, pas du tout. On voyait rien, nous. Ah non, mais on voyait ça vous regarde. En fait, ça ne c'était pas nos les affaires. enfants, de toute façon. Mais je demande ça par rapport à après. On va bien parler sûr, non, mais tout. la question est légitime. Mais... Non, parce que mon épouse et moi, à la maison, il n'y avait que les gosses, et les seules personnes qui rentraient à la maison, c'était les copains des gosses, quoi. Mais donc on avait des hordes de gamins. Il faut comprendre qu'on n'avait pas de tante, pas d'oncle, pas de cousin, pas de cousine, puisque mon père est fils unique et ma mère était fille unique. Quand vous allez arriver sur les lieux, vous allez retrouver le corps de ta maman, quel est votre premier réflexe? Vous appelez les pompiers, vous ne savez pas si elle est décédée, vous appelez tout de suite la police. Qu'est-ce que vous faites? Alors moi, à 14 ans, je suis sorti dehors. Voilà, normal. Je ne me suis pas posé de questions. C'est vrai que je n'ai pas réfléchi. On a compris tout de suite qu'il s'était passé quelque chose de grave. Ma sœur, mon frère, mon père étant redescendus en nous expliquant que notre mère était morte. Voilà. On est tous sortis du coup dehors. Ma sœur a appelé en fait ses beaux-parents qui habitaient le même village et ses beaux-parents ont appelé la gendarmerie. Et du coup, les gendarmes sont venus chez nous parce que ma sœur n'arrivait même pas à s'exprimer. Elle a juste dit « ma mère a été tuée, appelez les gendarmes ». Donc les beaux-parents ont appelé la gendarmerie. Le problème, c'est qu'on habitait sur une presqu'île. C'était un dimanche en fin de journée et qu'il fallait un bac pour traverser de Duclair à Anneville-en-Bourville pour venir chez nous. Donc évidemment, les gendarmes ont mis plus d'1 heure pour pouvoir venir. Donc on s'est retrouvés une bonne heure tous ensemble à attendre dehors l'arrivée des gendarmes, où évidemment à cet âge-là, réaliser, comprendre, c'est compliqué, on est dans un autre monde. Quand les policiers ou les gendarmes arrivent, ils arrêtent quelqu'un de votre famille, ils vous soupçonnent ou pas du tout? Au contraire, ils sont là pour vous... Il y a un document qui est extraordinaire qui remonte à cette époque. Le 5 avril, Sylviane meurt. Le 10 avril, la gendarmerie fait un PV, un constat d'enquête. C'est dans toutes les affaires criminelles. Dans le constat d'enquête, ils mettent les pistes possibles. T'as le mari, t'as l'amant, t'as les voisins. Les suspects potentiels. Tous les suspects potentiels. Et
dedans, il y a une dernière piste qui apparaît, et ils disent, il y a une piste d'un vendeur de lithographie qui s'appelle D.S. Cette piste n'a pas encore été explorée. 10 avril 92. Il faudra attendre 2000 8 ans plus tard. pour que le procureur Schmitt, qui était arrivé 2-3 ans auparavant, fasse reprendre cette piste, qui apparaissait assez crédible. Donc ils vont venir prendre le corps, il y aura l'enterrement, etc. Tout à fait. Les gendarmes vous interrogent quand même séparément de ton père. Ils te demandent, avec tous les enfants, de donner une déposition. Alors non, moi, un minima, 14 ans pour moi, 12 ans et demi pour Jérôme. Donc ils nous ont juste demandé uniquement si on avait vu, si on soupçonnait quoi que ce soit. On a juste dit non à l'oral, il n'y a même pas eu d'écrit, il n'y a même pas eu de... Et ils se doutaient bien qu'à notre âge, on ne pouvait même pas imaginer quoi que ce soit. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais. Et vous partez, ils vous prennent quand même pour Pas vous du tout. entendre? Rien. Pas du tout. Je reste chez moi, on s'engueule avec une substitut du procureur qui était relativement désagréable, avec ma fille Nathalie qui était un peu nerveuse. Forcément, pour elle est à moins, on tue sa mère. Et en dehors de cet incident, rien. Et d'ailleurs, dans le rapport des gendarmes, là-dedans, la piste du mari est complètement sortie. Parce que vous n'étiez pas là. Parce que j'étais pas là, parce que C'était pas prévu, c'était pas possible. Et moi, je devais être à la la préméditation maison, était donc, impossible. Alors voilà. vraiment, n'importe quel jour de la semaine, mais pas ce jour-là, puisqu'elle devait venir avec nous au cinéma. Donc Et vous ne pouviez pas Impossible. organiser... rien, pas ce jour-là. un N'importe quel jour, assassinat, pas ce jour-là. Ou alors, il avait mis l'assurance vie sur moi, mais... Oui. Oui, parce que c'est lui qui était censé C'était moi rester. qui j'étais... Ah voilà. oui. Bah oui. Moi, j'étais puni de chez puni. J'étais Vu qu'il habitué. est passé bien. Ah, vu qu'il est passé L'école, bien j'aimais pas trop. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que l'arme du crime, c'est important quand même pour bien voir. C'était une de vos carabines à vous qui était à la maison. C'est pas une arme qui a été retrouvée. Pas du tout. C'est une 22 long rifle qui était au-dessus de l'armoire et que ma femme a prise. Et on sait maintenant, avec traces de poudre, qu'elle a tiré sur ses agresseurs. Donc, on avait en plus des tueurs à gages qui étaient merveilleux parce que c'était des bras cassés qui étaient venus sans armes. Et une fois qu'elle était projetée en bas du sous-sol et qu'elle était évanouie, ce que le médecin légiste a constaté, et qu'elle saignait, ils ont continué à vaquer à leurs occupations en prenant des bijoux, en prenant les tableaux et tout. Et à partir de là, si elle ne remonte pas, on l'emmène à l'hôpital et la fracture du crâne n'était pas mortelle. Hein. Donc, elle serait aujourd'hui avec nous sans Et elle a pris la carabine. C'était Ouais. une multi-coup, c'était à plusieurs coups là. C'est ça. Elle a 22 balles dedans. Et peu de gens savaient où elle était cachée, donc c'était forcément elle qui l'avait pris, c'est ça? Ah oui, pour, oui, oui. Il y a des traces, il y a des empreintes, il y a les traces de poule, elle a tiré. Première nuit, vous avez passé votre première nuit sans votre maman et vous sans votre Ouais. femme, André. Qu'est-ce qu'on fait quand ça se passe? On ne dort peut pas. imaginer. Vous mettez autour de la table tous ensemble, vous parlez. Qu'est-ce qui se On a passe? tous réagi différemment. Ma sœur, elle s'est réfugiée, puisque sur la propriété, il y avait une chaumière également dans laquelle elle vivait avec son mari. Donc elle a pris mon petit frère qui avait 3 ans et ils se sont mis plutôt à 3 à l'écart. Mon frère Jérôme s'est plus senti à rester dans sa chambre et à regarder la télé, à regarder les choses. Et mon père et moi avons plus passé du temps à jouer au billard, parce qu'on avait une salle de jeu en bas, à discuter et à ne pas pouvoir dormir, ce qui était évident. Comment tu vas faire pour trouver le sommeil dans les jours à venir? Très compliqué. En réalité, je vais être très honnête, ça a été très compliqué. À l'époque, il n'y avait pas de psychiatre, on ne nous demandait pas d'être suivi par qui que ce soit. Moi, je me suis réfugié un peu dans le cannabis, ce qui me permettait de dormir. Mais chacun trouve sa solution, en fait. Donc, mais hormis les cauchemars, hormis les choses, faut être très honnête, c'est extrêmement compliqué de retrouver un sommeil, de retrouver une vie normale, de revoir quelque chose de normal. Et peu de temps après, je ne sais pas combien de temps il passe exactement, vous allez me dire, André, mais il trouve un premier suspect, qui n'est pas le Oui. bon apparemment, mais combien de temps il se passe? Quelques semaines se passent et il trouve un premier suspect qui est dénoncé, sur lequel il trouve une bague qui va être identifiée par ma fille et par ma belle-mère, appartenant à Sylviane. Le suspect a un lien avec moi indirect. Son frère a été une année avec moi champion de Normandie de judo. Il tirait dans l'équipe, il n'a rien à voir, son frère aîné, mais il était venu à la maison. Donc, ils ont pensé qu'il avait pu parler de la maison, magnifique, machin et tout, et que ça avait donné de mauvaises idées à son petit frère qui faisait partie d'une bande avec dealers un peu compliqué. Donc, ils vont aller faire 6 mois de prison. Quand même. Ouais, quand même, jusqu'à ce qu'ils ramènent une facture d'Algérie, qui
qui peut être de la sainte farce, mais enfin une facture, comme quoi c'est un bijou acheté en Algérie, mais ma femme avait un coffre à bijoux maximum qu'elle achetait en salle des ventes, il y avait de tout dedans, des pièces merveilleuses, Et donc, il sort de prison, et le juge, 1 an et demi après, est sur le point de classer le dossier. Parce qu'il n'a rien. Je suis chez moi en train de bosser, les affaires marchent formidablement bien. C'est un lundi matin, le 8 novembre 1993, donc nous sommes presque 18 mois après le meurtre de Sylviane. Ils viennent à une douzaine, une quinzaine, ils viennent toujours comme ça, les flics en grand nombre quand il n'y a plus rien. Et puis surtout, c'était l'anniversaire de ta mère. Oui, c'est l'anniversaire de ma mère en plus ce jour-là, le 8 novembre. Et donc, ils me disent que je suis en garde à vue et tout, ils fouillent, ils perquisitionnent partout. Et ensuite, en garde à vue, ils vont me dire vous avez commandité le meurtre de votre femme, et ce sont les meurtriers qui ont avoué, et ils me donnent les noms des gens qui auraient commis le meurtre de ma femme que je connaissais. Et je leur ai dit, écoutez, si c'est eux, je suis surpris. Enfin, si vous avez fait votre boulot, pourquoi pas. Ça m'étonne, je les connais, c'est pas le style. Mais par contre, ils me disent, vous avez commandité. Je dis, vous savez, la base de la commandite, c'est de payer. Je sais payer quand, comment, où, avec quoi. Il reste stérile, et ensuite, je lui dis, c'est quoi mon mobile? Alors, il m'explique, c'est un contrat d'assurance, c'est de l'argent et tout. Je lui explique par A plus B, en même pas 1 heure, que tout ce qu'il me dit est débile et ne correspond absolument pas à la réalité économique. Mais vous, c'est une double peine pour vous. On peut dire que vous avez perdu votre femme, en plus on vous accuse, donc vous prenez... La totale. La justice, c'était la totale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu vérifier. Il y avait 5-6 personnes à voir. Allez, une demi-journée par personne, en 3 jours, c'était réglé. Eh bien, ils ne l'ont pas fait. Et le juge ne va pas le faire alors qu'on lui demande. Car ce juge n'était pas malhonnête intellectuellement, mais feignant. Et qu'est-ce qui se passe? Je passe 1 an en prison avec un excellent avocat, mais qui me dit pas de bruit, pas de vagues, pas de médias. Et je vois arriver un rabbin merveilleux. Il est arrivé en prison, et être juif en prison aujourd'hui, c'est pas facile. C'était déjà pas facile à l'époque, donc je l'ai récupéré avec moi, je l'ai mis en cellule pour éviter qu'il se fasse racketter, taper et pire. On discute et je lui explique ma vie. Et il va me permettre de rentrer en relation avec Caviglioli du Nouvel Observateur, qui est un journaliste qui est mort, et qui va faire un article formidable dans Nouvel Obs en dénonçant une affaire sikh qui baignait dans un antisémitisme boueux. Le juge, quand il voit cet article, j'ai de la chance, il est de gauche, le juge. Donc dans le Nouvel Observateur, c'est son univers, surtout on est en 1994 quand l'article paraît. Se faire traiter d'antisémite dans le Nouvel Observateur, pour lui c'était terrible. Quand le journaliste fait ça, il attend qu'il y ait une plainte contre lui pour en remettre 2 couches parce qu'il y avait des documents. Personne ne bouge, ni les flics mis en cause, ni le juge, ni personne. Mais là, le juge commence à instruire en décharge. Et au bout de 2 mois, il a vérifié tout ce que je lui ai dit. Et là, il s'aperçoit qu'il n'y a pas le quart du 8e d'un mobile. Il est dans la merde, le juge. Vous êtes mis en prison après, donc ils viennent vous chercher. Au terme de la garde à vue. Tout de suite. 48 Vous rentrez heures. plus chez vous. Eux, les gosses vont rentrer à la maison. Oui, mais c'est-à-dire que vous, ils viennent vous chercher. Moi, c'est fini. Vous n'avez pas le temps de prendre des affaires, quoi. Rien. 48 heures, garde à vue. Donc le boulot. Et le boulot terminé. C'est pas compliqué. J'ai pris comme expert comptable un expert auprès de la cour d'appel de Rouen. Il m'a trouvé 4 millions de pertes. Pourquoi? Parce que toutes mes affaires étaient en l'air, mobiles. Investissement en immobilier, d'autres... Il y avait plein de choses lancées en cours. Plein de choses. Ouais. Et au bout de 14 mois, quand le juge a vérifié ce que je lui dis, il se dit, merde, je suis dans la merde. Qu'est-ce qu'il fait? Il me fait faire une analyse par un psychologue et un psychiatre. Et dans les surveillants de prison, il y a un surveillant-chef qui vient et qui me dit, dis donc, t'as passé 3 heures avec un psychologue, 3 heures avec un psychiatre. J'ai jamais vu ça, il m'a dit aussi non. Et les types commencent à me dire, vous savez que le juge n'est pas votre ennemi. Moi, je le regarde, je lui dis, ça fait 14 mois que je suis en prison, si c'est pas mon ennemi, c'est qui mon ennemi, quoi. Et donc, il termine. Alors, le rapport des psychologues et psychiatres est unique. Thierry Lévy, qui était un grand avocat, qui était le mien à l'époque, n'a jamais vu ça. Et Dupond-Moretti, qui a lu le rapport, l'a jamais vu non plus. Je suis incapable des faits reprochés. Et penser le contraire, c'est une incongruité. J'ai fait tous les tests possibles, psychiatre et psychologue, c'est-à-dire que j'ai une perspective vitaliste chez moi qui me traverse de part en part, paraît-il, et donc qui me rend totalement incapable des faits qui me sont reprochés. Et là, le juge, il nous convoque. C'est le rapport de psy, c'est ça. C'est bien dans cette course vitaliste qui se situe sans doute la dominante de sa personnalité,
qui le conduit secondairement à développer toutes sortes de manœuvres et de stratégies dans la visée obsessionnelle du succès et de la jouissance, qui le montre alors sous un jour plus trouble et cynique, calculateur, joueur, dominateur. Et avant, effectivement, ils disent que c'est pas... Voilà. Et ils disent que rien de ce qui fait moi peut faire ça. À un moment donné, le juge va vous confronter à tous ceux qui ont témoigné contre vous. Voilà, jusqu'ici, il y en a qui ont témoigné au départ, hein, votre belle-mère, etc. Alors, votre ancienne amie qui a témoigné contre vous, etc. Qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes face à eux? Alors, face à ma belle-mère, c'est ma première confrontation. Je pose la question au juge, je lui dis, j'ai qui devant moi? J'ai la mère éplorée qui disait qu'on était un couple merveilleux uni devant le cadavre de sa fille. J'ai la maîtresse avec qui je couchais quand j'avais 17 ans et 38 ans, on a encore couché quelques années ensemble. Le juge estomaqué, l'avocate que le juge prend, comment dire, elle dit c'est pas la question, c'est pas la question. Le juge dit c'est quand même la question, et là-dedans elle s'écroule, elle explique, et puis on comprend qu'en réalité elle a agi non pas par réflexion, mais dans un système affectif dans lequel c'est une mère, elle aurait préféré que sa fille soit vivante et moi mort. Ça c'est logique, mais c'est comme ça. Ensuite, Jocelyne, quand on est confronté, il y a tellement de trucs que j'ai à dire. Cette maîtresse, Jocelyne. Surtout celle du flic. Elle va totalement me dédouaner par la confrontation en disant que ma femme était... Oh, elle a peut-être dit un truc, mais elle était mytho. Enfin, un truc de fou. Elle fait un réquisitoire contre ma pauvre femme qui était morte. Ensuite, je me retrouve avec une troisième confrontation avec un pote à moi qui était journaliste, patron du service photo de la Voix du Nord, un super photographe. Un flic obtient son témoignage. Et quand j'arrive confronté à lui, qu'est-ce que je vois sur la droite? Un poulet. Qui était un poulet que j'avais connu quand on avait 20 ans. Et là, le juge lui dit, on va parler encore de sexe, monsieur le juge. Je suis emmerdé. Pourquoi il est venu avec un poulet de Lille? Alors, je le connais bien, ce poulet. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 20 ans, monsieur le juge. On était dans une petite orgie, on avait tous 20 ans, hein, et il n'arrivait pas à être en érection. Et une de mes copines lui dit qu'il arrête, j'en ai marre de ce con, c'est fini, il dégage. Et donc je lui dis, allez, dégage. Il m'en a voulu. Et 20 ans après, c'est marrant, quand il peut, il essaye de conditionner. Mon pote, qui est là, il parle une demi-heure sans parler. Le juge lui dit, je vais vous mettre, un outrage à un magistrat, puisque vous ne parlez pas. Une demi-heure. Mon avocat fait noter. Monsieur le juge, est-ce que vous pouvez lui demander si lui voulait tuer sa femme? Le juge me regarde, il se dit... chez les fous, quoi. Tu parles du sexe, après tu parles... Et il lui demande, vous voulez tuer votre femme? Il dit, oui, je voulais tuer ma femme. Le juge me regarde, il me dit, oui, mais lui, il l'a pas fait. Je lui dis, ça tombe bien, monsieur le juge. On est deux, moi non plus, je l'ai pas fait. Il était fou, le juge. Donc ses témoins, tous s'écroulent. La belle-mère, Jocelyne, l'autre. Et ensuite, les deux dealers qui expliquent que les flics ont fait les questions et les réponses. La phrase exacte, c'est « S'il n'a pas fait les questions et les réponses, ça ressemblait drôlement. » Donc, t'as plus personne qui m'accuse de quoi que ce soit. Vous partez en prison, et qu'est-ce que vous devenez, vous, les enfants Ben justement, c'est ce qui se passe comme problème, c'est en parallèle, ils oublient complètement de s'occuper de nous, donc on nous laisse. Moi, à l'époque, en 8 novembre 93, j'ai 15 ans et 5 mois. Mais quand je dis vous, c'est derrière Donc, ouais, en gros, il y a ma sœur qui a 21 ans, moi qui ai 15 ans et quelques, Jérôme qui a 14 ans et quelques, et le plus petit, il n'y en a qu'une de majeure, et le plus petit 4 ans. Et comment vous allez tenir, faire à manger, vous organiser, tout ça? C'est la grande sœur qui va gérer tout le monde? Ouais, alors qu'à part, le problème c'est qu'elle a jamais su cuisiner quoi que ce soit, et aujourd'hui elle sait toujours pas. Donc Elle a quel âge maintenant? Elle est née en 70, donc son mari cuisine très bien. Et très du bien. coup, la maison, vous pouvez pas payer les travaux? Ah non, rien. Vous êtes mis dehors? Alors, on reste jusqu'en juin, donc il a arrêté en novembre 93, on reste jusqu'en juin 94. Là, en juin 94, on nous explique effectivement qu'il faut quitter la maison. C'est dommage parce qu'on a fait plein de fêtes géniales dedans, puisque évidemment, plus de parents. On vous dit de partir dans combien de temps? On vous prévient combien de temps là? Oh, on nous prévient, c'est ma sœur qui nous dit qu'elle a eu le banquier, que la maison va être saisie, donc ça va être fermé, donc il reste 1 mois ou 2. On a le temps ça va vite hein, quand même. Ouais, on a juste le temps de faire juillet et août, vraiment beaucoup de fêtes. Et comment vous payez les charges? On paye rien. Non mais la bouffe et tout, faut bien la payer quand c'est le magasin. Ah oui, là, ça a été... Elle cache un peu caché. Ouais, non, on a payé ça un peu. Ouais, c'est ça. Il y avait un tout petit peu de sous qui restait et on a dépensé les sous qui restaient, voilà. D'accord. Vous avez cramé un peu avec des soirées, des trucs? Ah, beaucoup. On a fait beaucoup de fêtes. J'ai fait des fêtes à plus de 200 personnes chez moi. Ah, waouh. Ah oui. Et vous n'avez pas eu peur de faire rentrer des gens, en sachant qu'il y avait peut-être, parce que vous savez que votre père était était innocent?
Non, mais vous saviez que votre père était innocent à l'époque, ou est-ce que vous avez eu un doute à un moment donné? Ah non, des C'est doutes, important d'avoir le aucun. ressenti de Jamais. l'enfant. On n'a jamais eu un seul doute, puisque la façon dont ça s'est passé, que moi je devais être puni, que je devais rester chez moi, c'était même pas envisageable. Que ce soit ma mère qui m'a mis dans la voiture, parce qu'en fait, elle voulait se débarrasser de moi pour avoir la possibilité de partir. Donc le doute, il y en a, mais jamais eu. Ouais. Sur mon père, aucun. Mais une fois qu'il a commencé à faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, qu'on explique que tout est saisi, on n'est pas con. On se doute bien que c'est fini. On nous dit que c'est fini, on nous dit que c'est terminé. La maison, elle est là, ça va être saisi. Bah, ce serait con de ne pas en profiter. Il faut bien imaginer qu'un gamin de 16 ans, parce que là, j'ai passé mes 16 ans, puisque je les ai eus en mars 94, bah, 16 ans, mars 94, faut bien se douter qu'on a fait des fêtes et des chouilles extraordinaires. Vous pensiez qu'il allait y passer 15 ans, 20 ans? Ouais, oui, dans notre notre tête, où c'était parti, vu qu'on savait qu'il était innocent, vu qu'il n'arrêtait pas de crier qu'il était innocent, et qu'il restait quand même à l'intérieur, pour nous, on ne voyait pas d'échappatoire. Et vous faisiez quoi pour essayer de le faire sortir? Est-ce que vous essayez d'appeler des médias à l'époque? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est enfant comme ça? Pas du tout. Moi, à mon âge, non. Ma sœur, oui, l'a fait. La grande? La grande l'a fait. Faut être honnête qu'à 16 ans, j'y ai même pas pensé. Et puis, c'est pas comme aujourd'hui, il n'y a pas Internet. À l'époque, oui. tout ça, ça n'existe pas. Donc, ça aurait été Non, mais il y a des compliqué. émissions télé populaires où vous auriez pu essayer de venir à Paris. J'en sais rien, j'ai Alors, n'importe quoi. j'y ai jamais même pensé. Ou des journaux locaux, d'ailleurs. Bien sûr. Mais on n'y a pas pensé. Puis au départ, les journaux étaient contre mon père. Les journaux locaux sont nourris par... les journalistes sont nourris par les flics et les juges locaux. Si tu commences à... Comme les avocats locaux. Si tu commences à traiter des juges ou des flics d'antisémites, d'erreurs judiciaires, les magistrats locaux leur font payer. Par exemple, quand tu avais Dupond-Moretti comme avocat à Lille, mais si tu devais prendre 4 ans, t'en prenais 8 ou 6. Parce que les juges détestaient tellement Dupond-Moretti localement. Ce qui l'a sauvé Dupond-Moretti, c'est le fait de devenir un avocat national et d'être partout. Mais quand tu es local, tu te fais taper par les magistrats. On sale tes autres clients quand tu as le malheur d'ouvrir ta gueule. Non, la chance que j'ai eue extraordinaire, c'est Caviglioli, le Nouvel Observateur, qui a lancé ça et qui a fait d'autres articles derrière et plein de journalistes derrière ont suivi. Le Paris-Normandie en local s'est retourné, c'est-à-dire que pendant 1 an et quelques, ils ont dit que mon père était le coupable idéal, que tout. Faut bien imaginer que nous, à 16 ans, on était encore à l'école, donc tout le monde le voyait. Le fils du tueur à l'école. Bah, c'est ça. Non, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, alors, ça avait des avantages d'un côté, c'est-à-dire que pour draguer les jeunes filles, c'était plus sympa, parce que plutôt que le mec innocent, qui n'a rien à voir nulle part et qui est tout gentil dans sa classe, moi, ma mère était assassinée, mon père était en prison, les gens avaient plus pitié de moi, entre guillemets, où j'étais plus intéressant. Automatiquement, on sort son épingle du jeu. Pour les gamins, c'est voilà, c'est ça. Il y avait ils étaient plus intéressés parce que le père oui. était peut-être le bourreau. Oui. Si t'es innocent, t'es un gros con d'être en prison, si t'es innocent. Si t'es coupable, moi je regarde en prison tous les types qui étaient là, pour meurtre, pour trafic de drogue à très haut niveau. J'ai passé mon temps avec eux à passer... Il y a des moments où vraiment on s'éclatait, on voyait beaucoup. Je dirais, parce que plus ton cas est grave en prison, plus tu montes dans les hiérarchies. C'est le contraire de la société. Dans la société, tu prends 2 mois de prison, bon, c'est pas grave, hein, mais tu prends 20 ans... Eh bien, t'es caïd, quoi. C'est ça, les vrais durs. Et ensuite, après, tu fais du conseil. J'ai passé mon temps à faire du conseil technique à des dealers énormes pour comment placer, comment ceci, comment cela. Il y a une affaire, il y a une histoire dans cette affaire-là. C'est dans votre comportement qui a choqué les gens, c'est que vous installez votre maîtresse, en fait. On a oublié de le dire, vous partiez en prison. Il y a votre maîtresse qui est venue habiter dans votre maison, qui a remplacé votre femme, voilà. C'était votre maîtresse avec qui vous étiez déjà pendant votre relation? Ça fait 10 ans que ma femme et moi, on se connaissait à 3, depuis 10 ans, quoi. Et elles ont fait un gosse à peu près en même temps. C'est-à-dire que quand Aurélien est né, Augustin est né peu après. Vous avez eu un enfant avec votre maîtresse? Oui, c'était le 5e. Et donc, moi, je voyageais beaucoup pour le boulot. Donc, je me disais, j'ai pas besoin de quelqu'un ni pour faire le ménage, ni la cuisine, ni rien. J'avais 2 employés de maison. Donc, ce que j'avais besoin, par contre, c'est, si un gosse fait, je sais pas, une appendicite, n'importe quoi, d'avoir quelqu'un de responsable, d'intelligent, d'équilibré, pour s'occuper des enfants, en cas de problème. Et donc, en plus, j'avais un gosse avec elle, donc c'est le 5e. Donc, ils se sont présentés, ils s'entendent très bien, puisque Julien, aujourd'hui, sans doute, avec Augustin, le petit dernier, c'est avec lui qu'ils s'entendent peut-être le mieux.
Ils se sont installés et Brigitte a fait aussi ce qu'elle pouvait de son côté. Nathalie s'est occupée d'Aurélien et de Julien. Brigitte s'occupait de Jérôme et de son fils Augustin. Ils ont réparti à peu près leurs forces comme ça, quoi. Et votre femme avait la connaissance de l'existence d'un autre enfant? Oui, naturellement, elle a été la voir à la maternité. Ah bon? Oui, et l'autre était à la maternité, elle était la voir à la maternité, non. Mais comment vous avez annoncé, comment on annonce à sa femme qu'on va avoir un autre enfant en même temps? Pour les enfants de 69, rien n'était compliqué, quoi. Rien n'était compliqué. Ouais, non, mais il n'y avait pas de jugement. C'est bien Non, mais comprendre Sylviane avait trouvé, elle avait même dit que le gosse me ressemblait, que très, très mignon, très sympa. Donc, et en prison, vous allez le vivre comment? Parce que j'ai vu des vidéos de vous à l'époque dans les JT. Vous faites même des blagues, vous jouez un peu avec les médias. Juste, votre premier séjour en prison, combien de temps il dure exactement? Il dure 18 mois. Vous dites aux gens, aux autres prisonniers, que vous êtes innocent? Ah oui, tout le temps. Mais tout le monde me dit aussi, je suis innocent. En prison, quand tu dis t'es innocent, ils te disent tout, je suis innocent. Donc, tout le monde se marre, quoi. Mais au contraire. Tout le monde dit ah oui, tout le monde. Il y a que des innocents. Mais tout le monde se marre. Vous vous faites emmerder en prison, vous qui n'êtes pas un voyou habitué à ça. Vous vous retrouvez avec des mecs, comme vous dites, beaucoup plus capés dans le. L'année précédente, j'étais encore champion de Normandie de judo. Non, mais ça veut rien dire s'ils sont 15. Non, il n'y a personne qui vient à 15. Les mecs qui viennent au contraire se renseigner. Et puis quand tu as la chance, comment dire, de connaître un peu le business et qu'eux-mêmes, ils ont beaucoup d'argent, mais ils savent pas comment faire. Tu peux leur expliquer beaucoup. Ils passaient leur temps. Puis les mecs savent pas rédiger un courrier. Avec les avocats, c'est une catastrophe. Donc, non, j'étais devenu assez populaire. C'est pas compliqué. Il y a une photo quand je sors de prison en 96. Il y a lui et sa sœur qui me font un bisou. Ils sont blancs comme des cachets d'aspirine et moi, je suis noir de peau. La prison, c'est simple. Quand les gens sortent de prison, 90% des gens sont blancs. Ils sortent pas de la cellule tellement ils ont peur d'aller aux douches, peur de se faire frapper, peur de tout. Et quand tu sors bronzé... Ah oui, c'est là que c'est risqué, c'est ça, dans la... tout est risqué. Tout est risqué en prison. Vraiment, tout est risqué. À l'époque, c'était des douches communes. Aujourd'hui, chaque cellule a sa douche, mais à l'époque, c'était... Ah oui, c'est là où ça c'était en commun. Il y a des coups de rasoir dans les douches. Enfin, les mecs se font violer dans les douches et tout. C'était très compliqué. Donc, quand tu sors bronzé, ça veut dire que tout se passe bien pour toi là-bas. Pendant ce premier séjour en prison, Julien, tu vas être pris, t'as 15 ans, et tu vas être emmené en garde à vue. Tu vas vivre une garde à vue. Oui. Pourquoi tu fais une garde à vue alors que c'est ton père qui est jugé coupable? Enfin, qui est accusé pour l'instant. Eh ben justement, nous, au départ, on n'en sait rien du tout. Ils viennent te chercher du jour au lendemain? Alors, c'est le même jour. Oui. On y est tous passés. Donc, tout le monde a été interrogé le 8 novembre. Donc, moi, c'était l'anniversaire de ma grand-mère. Donc, en fait, j'ai justement l'ex-maîtresse de mon père, Jocelyne, qui vient me chercher à l'école, qui me dit que la police veut m'entendre. Donc elle m'emmène dans sa voiture et elle me ramène au commissariat de police. Et là, au commissariat de police, on m'explique que mon père, ma belle-mère, ma sœur, mon beau-frère, mon autre frère sont tous en garde à vue. Donc Ils me disent maintenant, voilà. Et là, évidemment, le matin même, on ne serait jamais attendu à ça. Moi, en plus, je ne comprenais pas le pourquoi du comment. Au départ, quand elle me dit que je t'emmène au commissariat, je me suis dit, super, peut-être que l'enquête, elle avance. Ils ont peut-être enfin trouvé les assassins de ma mère, c'est génial. Ils te disent quoi? Alors là, ils nous expliquent qu'ils me font rentrer dans un bureau, ils me font asseoir et ils me disent, voilà, maintenant on sait, c'est ton père qui a fait assassiner ta mère. Donc on aimerait savoir ce que tu peux nous dire sur ton père. Maintenant, il n'y a aucun doute, il y a des témoins, il y a les tueurs à gages qui ont témoigné, que tout le monde a dit, donc il n'y a pas de doute, c'est ton père qui a fait l'assassinat. Donc quelles sont les relations entre tes parents? Est-ce que tu savais pour la sexualité de tes parents? Chose que je ne savais absolument pas. Donc là, ils rentrent dans les détails, ils m'expliquent que mes parents sont libertins. Et là, en fait, j'ai pas eu grand intérêt pour eux. Parce que le problème, il est que libertinage, moi, je savais même pas ce qu'était ce mot à l'époque. Faut bien imaginer qu'à mon âge, c'était pas du tout, et puis c'est pas comme aujourd'hui. Donc je leur dis que c'est pas possible. Pour mon père, je leur dis que c'est pas possible non plus. Sur les écoutes, ils savaient que je fumais du cannabis. Ils m'ont demandé si je voulais me détendre. Vu que c'était les stupéfiants. Ah, oui. Mais non. Ah si. Ah, mais ça a été reconnu. Hein. Je l'ai toujours dit, même dans le bureau du juge, ça a toujours été attesté, il n'y a eu aucune discussion. Ils ont fourni au stup. Hein. Ah oui, non. Mais c'est pourquoi? C'est pour faire... Pour me détendre. Non, mais c'est pour que tu te parles un peu plus. Ah oui, bien sûr. Ah c'était mieux si j'avais fumé avant. Ah bah oui. Des fois que j'aurais des choses à dire sur mon père, des fois que je pourrais inventer des choses, des fois que... Et le seul problème, c'est que je les ai pas intéressés, puisque déjà, j'étais pas au courant du tout de la vie de mes parents et ça m'intéressait pas. Après que mon père ait pu organiser ça, je voyais pas comment, parce que j'étais le premier concerné. Vraiment, s'il avait mis une assurance vie sur moi, ça craignait. Oui. Mais
il n'y avait aucun autre intérêt. Je vois pas comment ça aurait pu se passer. Donc moi, je suis resté droit dans mes bottes. J'ai toujours dit la même chose. T'as jamais douté de ton père? Ah mais c'était tellement pas possible. Non, mais ça aurait pu, quand tu t'assois, à cet âge-là, il y a des flics qui te disent, bon, bah voilà, c'est ça, tu peux croire. Ouais, mais la scène, en fait, que j'ai vécue bien le sûr. 5 avril 92 fait que c'était pas possible. Et pendant votre séjour en prison, le premier, donc pendant les 18 mois, vous allez voir votre avocat qui va vous rassurer, qui va être plutôt optimiste et qui va dire, ne vous inquiétez pas, vous allez ressortir tout de suite, etc. Vous perdez patience au bout d'un moment quand vous voyez que ça fait des mois et des mois alors que vous êtes innocent, que vous êtes emprisonné? Je m'aperçois surtout que mon avocat, qui était un excellent avocat, a peur d'affronter dans les médias en disant la réalité. Mon client est innocent, il est victime d'antisémitisme. Point. Chose damit, comme disaient les Allemands. Et à partir de là, je change d'avocat. Mais je change d'avocat la deuxième fois. Quand le juge, lorsqu'il fait une confrontation, donc en 95, il fait une confrontation où s'écroulent les deux soi-disant accusateurs qui expliquent que c'est les flics qui ont fait les questions-réponses. Il me lit le rapport des psychologues et des psychiatres, le juge. Et il me dit à la fin, ça fait quand même 3 heures qu'on est là, ça a tourné à la confusion complète pour l'accusation, puisque tout s'est écroulé. Déjà, il n'y avait plus rien matériellement. Enfin. Et là, le juge me dit, Monsieur K, je peux vous dire que je ne suis pas antisémite. Et je le regarde, je dis, Monsieur le juge, dans ce dossier, t'as pas un quart de preuve, pas un élément, rien, pas de mobile. Il y a que de l'antisémitisme, il n'y a rien d'autre, il y a le gros juif partout. Et il me dit, sortez. Je sors avec 2 gendarmes, j'attends sur le banc, et mon avocat me rejoint, et il me dit... Monsieur Casse, vous êtes fou, il va vous faire libérer. Je dis, maître, je l'emmerde, je vous emmerde, je suis en prison, je suis bien, j'ai mes habitudes. Le matin, on ouvre ta porte, on ferme ta porte, voilà, j'en ai rien à foutre. Et c'est un jeudi. Et le mardi, pas de nouvelles, et on joue au football dans la cour quand on me dit casse pactage. Ah, je me dis, ça, c'est un beau mot, ça, pactage. Pactage, c'est faire la valise. Pactage, c'est tu te barres. Mais vous savez pas si c'est pour une autre prison ou partir de là? Ah non, c'est pas pour une autre prison, c'est parce que tu dois rester toujours à disposition des juges. J'étais à Bonne Nouvelle, à Rouen. Vous avez parlé d'un truc dont on n'a pas vraiment parlé avant. Vous avez parlé de 2 tueurs à gages tout à l'heure. C'est toi et Julien qui en a parlé. C'est quoi cette histoire? On n'en a pas parlé depuis le début. C'est 2 garçons que je connaissais, comme j'en connaissais plein, qui étaient l'un d'origine marocaine, l'autre d'origine algérienne, et qui ont été désignés, parce qu'il fallait bien désigner par l'un des drogués, comme les éventuels tueurs à gages. Bon. Ils ont nié tout ce qu'ils ont pu, évidemment, les pauvres en garde à vue. Ils ont été balancés par qui? Par le fameux dealer, parce qu'il fallait bien trouver les gens qui ont tué, puis ça pouvait pas être moi. Donc, Ah oui, vous auriez commandité. J'aurais commandité ça. Et donc, le flic Morel va aller se payer un voyage au Maroc pour voir si j'ai pas un compte au Maroc, puisque je suis né au Maroc. Donc, aux frais de la princesse, il va aller se faire un petit séjour au Maroc. Évidemment, il va rien trouver, il n'y a pas un euro. Vous êtes en prison avec eux? Dans la même prison? Oui, absolument. Donc vous parlez dans Non, on est dans d'autres divisions. Vous ne pouvez pas vous parler? On est censé pas pouvoir se parler, voilà. Et vous avez pu vous parler? C'est la prison. Mais ils vous ont dit, non, c'est pas nous, et vous l'avez dit, mais c'est pas vous. Évidemment que j'ai vu le dossier, il n'y avait rien qui les accusait, il n'y avait rien qui les incriminait, et pas le quart du 8e d'une preuve. Donc c'est 2 pauvres gars qui se retrouvent, et vous aussi Ça aurait été eux. C'est ça, mais ils ont été arrêtés 1 an et demi après, et on leur a demandé ce qu'ils faisaient le dimanche 5 avril, évidemment, 1 an et demi avant. Ils n'ont pas su répondre. Aujourd'hui, on a un téléphone, un iPhone, pour regarder sur l'agenda maintenant. Mais c'est ça. Mais eux, à l'époque, 1 an et demi après, on leur demande du moins... Ouais, c'est ça. Et moi, je vais mettre 2 mois avant de comprendre dans le dossier que ça peut pas être eux. Quand je suis arrêté, pendant 2 mois, je pense que c'est eux. Ouais. Ah, pourquoi les flics m'auraient menti? Ils me disent c'est eux qui ont tué votre femme. Je dis pourquoi pas? Simplement, je dis aux flics, c'est impossible parce qu'il n'y a pas de lien économique. Il n'y a pas un quart de lien économique à ce moment-là entre eux et moi. Donc je vois pas, je comprends pas. Mais ça aurait pu être des cambrioleurs. Ils auraient pu avoir simplement fait le cambriolage. Faire le cambriolage, basculer Sylviane dans le sous-sol, et ensuite la désarmer et la tuer avec sa propre arme. Mais pas du tout un meurtre commandité. Ça ne correspond à rien, un meurtre commandité. Autrement, tu la termines dans le sous-sol. Elle est allongée, elle bouge plus, tu finis, t'étrangles la personne et c'est terminé, quoi. Et donc, c'est pas le cas du tout. Parce que des tueurs, là, en prison, j'en ai connu beaucoup, hein, des vrais de vrais, quoi. Mais c'était pas ça. Non, c'est pas ça du tout, non. Pas ça du tout. Et vous avez le droit à des visites quand vous êtes en prison, dans oui. les 18 mois. Et vos enfants viennent, tu y vas, Julien, tu as le droit d'y aller même en étant mineur au début. Tout à fait. Je sais pas, à l'époque, les lois ont peut-être changé. Alors à l'époque, il n'y avait aucun problème. On a d'ailleurs été très vite voir notre père. Tant qu'on est resté sur Rouen jusqu'en août donc 94, je voyais mon père très régulièrement. Après, je suis parti pour Paris avec ma sœur. Donc là, du coup, les espaces, et puis il y avait ma belle-mère qui voulait aller le voir aussi. J'avais mon autre frère Jérôme qui était resté aussi à Rouen, donc il voulait aller voir.
À l'époque, on avait le droit à 3 parloirs par semaine, mais qu'il fallait se partager. C'était le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc évidemment, on partageait les parloirs et on allait le voir autant que possible. C'était quoi le plus dur quand il était en prison pour vous? Vous vous dites, c'est comme quelqu'un qui a un accident et qui perd un bras ou une jambe, c'est-à-dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Ça a changé quelque chose dans ta personnalité quand même de Bien sûr, jeune? Bien sûr, évidemment que ça a changé plein de choses. Parce que déjà, rien qu'à la mort de ma mère, on a compris que la vie était différente, parce qu'on ne s'attend pas aussi jeune à voir une chose aussi horrible. Après l'incarcération de mon père, on s'est dit que c'est une explosion complète, parce que du coup, on n'a plus personne pour nous guider. La réalité, c'est ça, c'est-à-dire que ma sœur était quand même jeune, j'avais personne sur le dos. Il y a moins de cadre en fait. Il n'y a aucun cadre. Il n'y avait plus Même ni ta cadre sœur. ni limite. Ouais. Même ma sœur ne pouvait pas, parce qu'elle s'occupait déjà du petit. À l'époque, il n'y avait pas les portables. Aujourd'hui, on appelle tout le monde. Mais à l'époque, quand on partait, si on n'appelait pas nous d'une cabine téléphonique, personne ne pouvait savoir où on était. Mais les gens étaient beaucoup moins inquiets. C'est pas comme aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de délinquance, beaucoup moins de disparitions. Pas des disparitions, il y en avait quand même. Il y a une période. Mais sans parler moins. Ouais, il n'y avait pas d'ADN. C'est ça, il n'y avait pas d'ADN. Il y a eu quand même une période où il y a eu beaucoup de... Mais il y en a officiellement moins. Il y a eu moins de délinquance dans la rue au Beaucoup quotidien. moins, beaucoup moins. Là, vous allez avoir le rapport psy à la fin de ce premier séjour. Vous allez refuser au début des psys, puis après vous allez y retourner, machin, bon, ok. Le rapport psy va sortir, vous allez avoir ce qu'on appelle, vous allez être libéré, mais provisoirement, liberté provisoire. Combien de temps ils vous laissent sortir? Est-ce qu'ils vous disent, tiens, tu reviens dans quelques mois? Comment ça se passe? Quand on vient me chercher dans la cour de la prison... André Pactage? Pactage, je vais à mon pactage et j'arrive au greffe où là tu reprends ta montre, tu reprends ton portefeuille, le pognon que tu as en compte, enfin voilà. Et je trouve un courrier de mon avocat, daté du vendredi, qui me dit, bon, le juge signe votre élargissement, mais le parquet fait appel, donc apprêtez-vous à y retourner. Prenez vos dispositions, apprêtez-vous à y retourner. Donc, je quitte, je vais tout de suite à Paris pour remercier Caviglioli, qui aura fait une deuxième tartine là-dessus. Oui, parce que c'est lui qui a changé radicalement le cours de l'affaire. Quand on parle des médias ou de la presse, quand Caviglioli faisait un article dans le L'Observateur, ça a été le tournant dans l'enquête du juge. Et il a été vérifié ce que je lui disais, et là il s'est aperçu que c'était une connerie totale de ne pas avoir vérifié. Il aurait vérifié ce que je lui ai demandé, j'aurais pas fait 1 heure de prison, même pas de garde à vue, rien. Le Nouvel Obs vous a un peu sauvé quand même. Ah, Nouvel Obs, moi je dois tout au Nouvel Obs, je dois tout à Caviglioli. La presse, son article a choqué le juge et l'a obligé à investiguer ce que je demandais. Et donc là, il s'est aperçu au bout de 2 mois qu'en effet, je pouvais pas, ça pouvait pas être moi. J'avais aucun mobile. Donc là, le juge se dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Je fais la démonstration au juge, un truc à la con, que j'avais donné à ma femme 1,1 million par chèque quelques mois avant qu'elle ne meure, et je lui ai fait passer 2 millions de crédits que j'avais dans mon encours pour 3 millions. Je lui ai dit, vous savez, dans mon univers social, qui était celui que j'avais acquis avec du pognon, si tu veux tuer quelqu'un, pas compliqué, hein, tu la laisses déposer le bilan, puisqu'on était mariés, soit se passant des biens, elle déposait le bilan, elle se retrouvait ruinée, tu te sépares d'elle, HLM 24, tour 58, et toi, tu restes dans ta maison avec la piscine, les gosses, ils font ce qu'ils veulent, maman ou papa, toi, tu gardes tes bonnes, tu gardes ton truc, tu continues à bouffer du caviar et du foie gras. C'est comme ça que tu tues quelqu'un. Tu vas pas le tuer physiquement, si tu veux le tuer. Et moi, j'avais aucunement envie. Elle pouvait déposer le bilan, elle pouvait être liquidée, alors elle continuait à bouffer, aller au resto et en vacances. Avec moi, évidemment, et les gosses. Donc, ça tenait pas debout un quart de seconde. Vous êtes resté combien de temps à l'extérieur? On voit, c'est une photo mois. de vous à votre première sortie de prison avec Lunettes Un du mois. Soleil. Vous avez plutôt bonne mine, là. Vous sortez Oui, de prison, bah, vous avez toujours l'air bronzé, plutôt bien. Ah, toujours bronzé en prison. Et donc, alors, au bout d'un mois, c'est un lundi matin, plutôt dans le week-end, j'apprends par Radio Prison, parce que faut imaginer ce que c'est que la prison. J'ai eu 3200 numéros entre moi, mon premier numéro, et mon numéro au bout de 3 ans, le passage. C'est quoi 3200 numéros? Il y a eu 3200 personnes écrouées entre mon premier et mon dernier. Quand j'étais dans la rue à Rouen, il y avait des tonnes de gens. On ne peut pas imaginer le nombre de gens qui ont été en prison, qui venaient vers moi, plein d'affection, pour me demander tel ou tel conseil, tous les enseignements. J'étais victime d'une affection énorme. Comment dire? J'apprends par Radio Prison qu'ils ont été réincarcérés, mes 2 soi-disant complices ont été réincarcérés le vendredi. Donc, le lundi, j'ai pas de nouvelles. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, oh, ils vont me faire le coup qu'ils m'ont chopé à l'aéroport ou sur un bateau pour partir en Israël. Je les connais. Qu'est-ce que je fais? Je demande à FR3 local. Est-ce que vous pourriez m'accompagner? Je veux rentrer en prison. Donc j'arrive à la porte de la prison. Je tape à la porte. Je dis, il faut que je rentre. Mais
Mes copains ont été écroués, moi je suis là, machin. Et le malheureux sous-directeur qui est mort depuis, qui était un brave homme, qui s'appelait Monsieur Teuré, il vient me voir, il me dit « J'ai rien pour vous écrouer ». Alors moi je le regarde, j'ai appris après qu'il s'était fait engueuler par le parquet parce qu'il aurait dû leur envoyer une demande et il leur envoyer un fax l'autorisant. Alors du coup, je sors et bien, je dis aux caméras les faire 3. Putain, c'est dur de sortir de prison, c'est encore plus dur de rentrer. Hein. Vous dites ça en direct dans un... En direct. Et ça fait le tour. Et ça, évidemment... On vous voit avec votre avocat là devant, c'était juste avant de rentrer justement. Mais c'est une provocation volontaire que j'ai faite de manière à montrer la stupidité de me réincarcérer. Parce que là, je tape à la porte pour rentrer. Donc, Vous tapez à la porte d'une prison. Oui. Et oui, il regarde, bah non, il n'y a pas de papier, repartez. Et là, vous dites, bah si, il faut que j'y aille. Alors, qu'est-ce que je fais là? Je prends un taxi à mes frais, je vais à la gendarmerie de Duclerc, qui avait repris le dossier. À la gendarmerie de Duclerc, ils me ramènent, alors sans menottes, sans rien, parce que eux savaient, les gendarmes savaient parfaitement que j'étais innocent, ils n'étaient pas au stup. Hein. Les gendarmes me ramènent en prison, très sympathique. J'arrive, là je suis écroué enfin, je rentre, tout le monde tape dans les portes, parce qu'ils avaient tous vu ça à la télé régionale, évidemment. Et ils me disent, mais pourquoi tu t'es pas enfui? Moi, tape là, je dis, je me suis pas enfui parce que je suis innocent. Le mec qui me regardait, t'es innocent? J'ai dit, oui, quand t'es innocent, tu t'enfuis pas. Et pourquoi vous êtes renvoyé en prison, Julien? C'était quoi ton avis là-dessus? Pourquoi il retourne une deuxième fois? Alors ça, moi j'avais compris tout de suite, hein. C'est parce qu'il avait beaucoup trop parlé aux journalistes, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il le renvoyait. En fait, vu qu'il a fait son show habituel, parce qu'évidemment la discrétion c'est pas son truc, donc on a très très vite percuté que en fait trouble à l'ordre public, ça voulait dire arrêter de parler aux journalistes, et vu qu'il fait le con tout le temps, bon bah Vous l'ouvriez un peu trop en gros. Ah oui. Je veux dire que quand tu es innocent, disais. t'as Ah, mais c'est intérêt à exactement. l'ouvrir et tu leur dis, je vous emmerde, vous êtes des cons, là vous vous trompez pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. À partir de là... C'est dur de se taire quand on est innocent. Mais Ah non, mais- évidemment. Non mais Putain. innocent ou coupable, Ça il parle. rend fou, Hein. ouais. Ah non mais de toute façon innocent ou coupable de quoi que ce soit, il aurait continué de parler. Hein. Vous êtes dans votre second... Alors, dans ma seconde prison, le juge n'a plus le droit de me libérer. Quand vous allez devant la chambre d'instruction, l'ancienne chambre de la cour d'accusation, vous pouvez demander un débat public. Donc, que les journalistes soient présents. Elle a toujours refusé. Pourquoi? Qu'est-ce que disent les juges, les flics et tout? Ils disent, écoutez, il n'est pas en prison pour rien, on a des éléments, c'est du lourd, croyez-moi. Mais tu sais rien. Quand tu vas devant un truc ouvert, ils donnent ce qu'ils ont, toi tu donnes ce que tu as. Et les journalistes qui sont là, ils font, c'est pas possible. Donc elle a toujours refusé un débat public et elle m'a remis en prison avec, elle s'est gardé le droit, la seule, de me remettre en liberté. Qu'est-ce qui se passe? 16 mois se passent. Vous partez donc 16 mois en prison. En prison à nouveau, donc ça fait 35 mois au total, avec un mois juste de battement. Quand un procureur de la République qui était arrivé quelques mois auparavant, qui s'appelle Joseph Schmitt, qui est un procureur connu pour sa sévérité, un type de l'Est, avec son premier adjoint, arrive et ils prennent mon dossier, parce que vu qu'il est médiatique, ils prennent mon dossier parmi les premiers. Il va lire le dossier, il va dire plusieurs fois dans des émissions, quand je suis arrivé à la 50e page du dossier, j'ai compris qu'on s'était trompé. Et il va faire un truc qui va donner à son premier adjoint, qui ne connaissait pas le dossier non plus, qui n'arrive en même temps que lui, le soin de lire le dossier. Et le premier adjoint a commencé par dire, monsieur le procureur, vous avez peut-être pas apprécié, mais il est innocent. Et Joseph Schmitt lui dit, c'est exactement ce que je pense. Qu'est-ce que va faire le procureur Schmitt? Il va aller voir la présidente de la chambre d'instruction. Il va lui dire, vous avez contre vous le magistrat instructeur. Vous avez contre vous les parties civiles, les enfants. Vous avez contre vous maintenant le parquet. Donc, il faut le libérer. Et moi, je suis en cellule, et il y a un maton qui vient, qui tape à ma porte, il me dit, Dédé, pactage. Je lui dis, arrête tes conneries, qu'est-ce que tu me dis, pactage? J'ai rien demandé. C'est la semaine prochaine que je devais aller avec Thierry Lévy voir la présidente de la chambre d'instruction. Il me dit, si, t'es libéré. Je lui dis, arrête tes conneries, je peux pas être libéré. Il était 10h du soir, d'où je peux être libéré? Il me dit, si, ils ont libéré un de tes copains, et du coup, la présidente vous a tous élargi. Ah, je dis, c'est merveilleux, je fais mon pactage, je laisse mon jeu d'échecs électronique à un capitaine de bateau russe que j'avais pris avec moi. Il y avait lui... En prison, ouais. En prison. Et il y avait lui et et Jérôme, le petit juif, que j'avais protégé pendant tout son séjour. Et je me retrouve en dehors de la prison. Interdiction de voir mes co-inculpés. Mais ils nous libèrent à 11h du soir, tous les trois. Et hop, on est éjecté de la prison. Je demande si on peut appeler un taxi. Personne. Heureusement, à l'époque, tu avais des cartes téléphoniques avec une cabine. Devant la prison, j'appelle un taxi, le taxi arrive. Qu'est-ce que je fais? Je prends mes deux co-inculpés, je leur dis, bon, je vous dépose. Les deux gars du dossier qui étaient censés être les tueurs à gages. Oui, et on ne devait pas se voir. Mais ils nous sortent tous les trois en même temps. On est là, parce que c'est l'un des trois qui a demandé sa liberté. Du coup, on est tous les trois dehors.
Ils foutent dehors d'un coup, quoi. Et dehors d'un coup. Interdiction de se voir, mais libéré en même temps. Hein. C'est assez cohérent. Et du coup, je les dépose en taxi. Et il est minuit. Quand je vais taper, Brigitte avait repris un appartement dans le centre de Rouen. Elle avait un rez-de-chaussée jardin. Je tape à son carreau et je lui dis c'est moi. Elle me dit c'est qui? C'est moi. Je lui dis c'est moi. Elle me dit comment t'as fait? Je lui dis je me suis évadé. Et elle me propose de partir, de prendre le petit, de le réveiller, de partir à la campagne. Enfin, truc génial, quoi. Elle était très sympa. Et du coup, je dis non, je me suis pas évadé. Ils m'ont élargi. Et à partir de là, personne ne va oser signer le non-lieu. On a passé 8 ans, pendant lesquels je peux plus businesser. Parce que le crédit, c'est quoi? J'ai eu des dizaines de millions de francs de crédit. Mais le crédit, le mot crédit, credo en latin, c'est j'ai confiance, je crois. Je voulais monter une opération à 7 km de Paris. J'avais monté des maisons, 7 maisons, que j'ai dû brader. Pourquoi? Parce que quand je vais voir le banquier pour lui dire tu remets d'autres millions de francs, je termine, il me dit je peux pas, t'es en examen. Et donc, pendant 8 ans, j'étais susceptible de me retrouver. En fait, vous n'êtes pas innocenté. Vous avez du le tout. droit de sortir, mais vous n'êtes pas innocent. T'as 8 ans où tu peux te trouver à tout moment devant une cour d'assises qui va décider. Donc, vous allez passer 8 ans, en fait, sans être finalement jugé innocent, mais sans être coupable non plus. Et ça vous empêche de faire du business, donc du coup, ça vous empêche de... Je peux pas lever un crédit, puisqu'à tout moment, je peux me retrouver devant une cour d'assises. Vous n'avez même pas le droit de partir de France? Vous êtes bloqué ou pas? En vacances, par exemple? Au départ, dès le départ, je peux circuler en Europe. Et 2 ans plus tard, je peux circuler dans le monde entier. 1 an avant mon non-lieu, j'ai aux États-Unis, je peux aller partout. Ça, c'est relativement libéré, mais c'est grâce au procureur Schmitt. Je veux dire que j'ai pu bénéficier de ça. Mais j'ai une anecdote à ce niveau-là qui est intéressante parce qu'elle va donner l'histoire de l'avocat. J'ai comme avocat Thierry Lévy, qui est un avocat très connu. On trouve partout encore des cassettes de lui. Et Thierry Lévy et moi, on doit avoir une nouvelle juge qui va m'interroger, ça fait un bout de temps, pour faire une rétrospective complète du dossier. Et la juge sort, elle me dit, écoutez, votre avocat a eu un accident, mais bon, pas grave, mais il aura au moins 3 ans de retard. Elle me dit, on ne peut pas terminer à 1h du matin. Je lui dis, madame la juge, c'est pas à lui que vous posez les questions, c'est à moi. On commence. Et nous voilà de 14h à 17h, tous les deux, elle et moi. Thierry Lévy nous rejoint vers 17h30. Et là, il va discuter avec elle un quart d'heure de choses, de politesse et tout. Vers 21h30, c'est fini. On sort du palais gothique de Rouen, avec des marches inégales et tout. Et on trouve pas la lumière. On est en novembre. On cherche. Et il ouvre une porte et il manque de dévaler l'escalier. Mais il pesait 60 kilos tout mouillé. Je le tiens par le callback, je le remets sur le palier. Et il me sort une phrase extraordinaire. Merde, on va au non-lieu. Ça veut dire que pour un avocat, tous ces grands avocats pénalistes, le rêve qu'il avait, c'était 1 mois de procès, ce que ça aurait duré. Avec un peu de chance, j'aurais pris 20 ans. Ça, c'est merveilleux, au bénéfice du doute. Naturellement, on faisait appel, et vu que j'avais là les médias pour moi, l'appel me sortait comme un Woodrow avec un acquittement, et il avait 2 mois. Par contre, un non-lieu, c'est une vraie merde. Mais ils ont envie de lumière, vous voulez dire. Ils ont envie de lumière, tous. Ils ne vivent que pour ça. Comment vous vivez pendant 8 ans? Avec quel argent, si vous ne pouvez pas retravailler? Comment vous vivez? J'ai encore un peu de fric de côté, et je vais attendre 1998 pour comprendre que je ne serai plus jamais gérant d'un grand groupe. J'ai contacté Martin Bouygues, j'ai contacté... Monsieur Seyer, parce qu'ils étaient... Les grosses sociétés immobilières. Les grosses sociétés, Seyer, patron des patrons français. J'ai fait les offres de service parce qu'ils m'avaient connu à une certaine époque et ils nous auraient bien voulu m'embaucher à une certaine époque. Et tout le monde m'a répondu, non, mais bon voyage, bon vent et tout. Pourquoi? Ils se sont dit, ce mec, sa femme est tuée, on le met en tôle. Il est innocenté, il est ruiné. Il est mort, il est cassé. On va pas prendre, c'est pas la SPA, une grosse boîte. On va pas récupérer un pauvre chien abandonné, cassé de partout et brisé. Je peux pas leur expliquer que je suis pas brisé. Je peux pas leur expliquer puisque je les vois pas. Donc du coup, je vais revenir à Lille, puisque c'est là que j'ai commencé. Et je vais revenir à Lille et je vais très très bien gagner ma vie à partir de 98 à nouveau. Mais vraiment bien. En travaillant et en vendant des produits pour un énorme assureur, le premier assureur français, à une clientèle extrêmement privilégiée auquel on fait des placements immobiliers. Et je recommence à bosser et je vais être responsable de 4 agences Century 21. Mais je ne ferai plus jamais ce que j'ai fait. Là, on est plus de 30 ans après l'histoire maintenant. Vous avez été innocenté. En quelle année ça s'est fini, ça? J'ai eu le non-lieu. Il est devenu valide le 5 avril 2004, soit
12 ans, jour pour jour, après la mort de Sylviane, 5 avril 92, et mon non-lieu est devenu officiel le 5 avril 2004. Vous êtes refait depuis ou pas? Ah non, pas du tout. Là, je suis totalement ruiné. Je dirais que tout ce que j'avais gagné dans ma vie, je l'ai perdu. C'est très difficile de repartir quand tu as plus la confiance, le crédit. Tous les actifs que j'avais sont morts. C'est pas eu d'aide de l'État quand on passe 8 ans en prison, ou 3 ils ans, ou peu importe, 8 ans même bloqué par un... Je demandais 4,2 millions à l'État, ce que avait estimé L'expert comptable. En euros? En euros, 4,2 millions d'euros, qui était en même temps, l'expert auprès de la Cour d'appel de Rouen, donc tu peux pas trouver mieux, quoi. Eh bien, c'est la seule fois de sa vie où il n'a pas été entendu, et là, l'avocat général à la Cour de cassation avait demandé plus de 600 000 euros, matériellement. On m'a filé au total 180 000. Même l'avocat général, quand j'ai vu l'avocat général demander 600 000, je me suis dit, lui, c'est mon ennemi. Moi, je demande 4,2 millions, on va être à 2,4 ou à 2,5. 105 000 de matériel, 75 000 de morale. C'est dégueulasse. Mais 180 000 euros en tout? Au total, oui, c'est dégueulasse. Vous avez touché pour le coup, vraiment? Même pas. Alors, je vais vous expliquer. J'ai touché une partie, oui. Mais les impôts, puisque je gagnais pas d'argent, j'ai des problèmes, il paraît. Les impôts m'ont piqué 1 180 000 francs. Ils m'ont quasiment tout piqué. Et oui, c'était les sommes que je leur devais, que je n'ai pas pu payer puisque ça s'est fait pendant. Donc ils vous filent 180 000 euros, puis vous les reprennent? Les impôts te reprennent. La quasi-totalité. Est-ce qu'ils ont trouvé qui était le tueur? On en est où, là, l'enquête? Est-ce qu'elle est fermée? Est-ce que c'est un cold case? C'est comme ça qu'on appelle en France les affaires non élucidées. On a reçu d'ailleurs Marie-Laure Brunel-Dupin, qui est chef de cette division. On en est où aujourd'hui? Eh bien, on a essayé de relancer, suite à une émission que le 12 janvier 2024, on a eu un témoignage. Les policiers l'ont vérifié, apparemment, ça ne pouvait pas être elle comme complice, mais en tout cas, ça nous a attiré l'attention sur deux choses. Aujourd'hui, 32 ans après, on n'a pas besoin de cold case à l'américaine, on a simplement besoin de se dire qui avait la clé, qui a fait une copie de la clé, et qui avait la capacité d'enfermer un chien féroce. Qui? Parce que t'enfermes pas le chien, jamais elle meurt, Sylviane. Elle rentre, jamais. Et les mecs, ils rentrent pas non plus. Pour enfermer le chien là où il était nourri, quand tu vois des films, des mères de films de série Z, t'as toujours ces problèmes-là qui sont réglés, quoi. Comment il est rentré, comment le chien est enfermé, machin. Et ben là, t'as un chien féroce qui est pas endormi, qui est rien, qui est dans sa pièce, et t'as quelqu'un, pas un carreau de cassé, qui est rentré avec la clé. Ouais. Eh bien, ça, aujourd'hui, on n'a toujours pas la réponse. Comment ils sont entrés et comment ils ont fermé le chien. Alors que c'est très limité, les gens capables d'enfermer le chien. Très, très limité. Ça vous empêche pas de dormir, ça? Je dirais, j'ai connu d'autres injustices. Après, tu te fais cambrioler, tu coupes la main à un cambrioleur, c'est toi qui te fais condamner. Enfin, Qu'est-ce qui vous est arrivé depuis, du coup? C'est quoi cette histoire de cambriolage? Il y avait 3 cambrioleurs dans la maison. Je dis à mon fils Augustin, qui était aussi champion d'enfant de judo, je lui dis, tu prends ta mère, tu prends les gosses, vous enfermez dans une pièce, et je fais le reste. J'ai pris un katana, j'ai toujours un katana très affûté en bas et en haut, je suis vieux maintenant. Le judo, le karaté, c'est toujours bien, mais quand tu deviens vieux, c'est moins fort. Par contre, le katana, ça marche. Donc je prends mon katana. Un vrai katana qui coupe? Ah oui, naturellement. Pas un truc de dégo, parce qu'il y en a qu'on accroche, Oui, non, on achète non. au marché, là. Moi, tu coupes le jambon avec. Et donc, je prends mon katana, je sors, il y avait une allée de 40 mètres, et il y avait une voiture qui était là, je croyais qu'elle était au voisin, et le mec manque de me rouler dessus, j'esquive. Et il part. Et moi, je cours comme je peux, c'est pas ma spécialité. Le mec sort, il tourne, et ce con s'arrête. Il attend ses 2 complices qui étaient partis par des portes-fenêtres. J'arrive, je crève avec le katana le pneu arrière gauche, et je vais crever le pneu avant gauche pour arrêter la voiture. La fenêtre est baissée, je mets le katana entre lui et le volant. Je lui dis, tu me donnes les clés ou tu vas avoir des problèmes, toi? Le mec me regarde, il comprend pas ce que c'est, il croise une barre de fer. Il tire, je tire, comme dans Kill Bill, hein, du sang partout. Un truc épouvantable, et sa main pend. Il arrive quand même à ramper dans la voiture, à sortir, il tombe évanoui. Et là, il y a un voisin, c'était très marrant, qui était là, qui regarde la scène, et ses 2 complices arrivent. Et le voisin ferme la porte. Et moi, sur le coup, j'ai pris une crise de rire, comme on peut être pris d'une crise de rire à un enterrement de quelqu'un qu'on adore, et tout le monde dit c'est un monstre, alors qu'en réalité, évidemment que t'es triste. Et là, ça m'a rappelé tellement de souvenirs de gens qui fermaient les portes quand il y avait de la castagne, mais pas du tout.
Donc les deux viennent vers moi. Alors la présidente m'a dit un des deux était mineur. Ah, si vous avez été arrêté pour ça? Alors j'ai pris 3 mois de prison avec sursis pour ça. La présidente m'a expliqué qu'un des deux était mineur. Le mineur, 17 ans, 1m83, 117 kilos. J'ai sa fiche. Des mineurs comme ça, j'en vois pas. 1m83, 117 kilos. Et donc, je mets un grand coup de sable dans la tronche d'un des deux qui avance. Et vous tapez. pour le couper en deux, oui. Et le voisin ouvre sa porte. Il sort avec une espèce de pieu, du barbelé et tout, en hurlant. Il avait un bonnet sur la tête, il mesure 1m65. Il était facteur. Un nain dans le Seigneur des Anneaux, Tolkien. Il est là, avec son bâton. Et les deux qui voient la scène, moi qui réarme le katana pour les terminer. Mais vous auriez pu les tuer, là? Si on avait tué Brigitte, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit qu'on allait se séparer, que j'avais organisé sa mise à mort. Non, moi je préfère aller au tribunal pour couper des têtes, mais surtout plus qu'on tue la femme avec qui je vis. Jamais. Voilà, jamais. Oui, ça vous est déjà arrivé une fois, vous vouliez pas jamais de... Et c'était amusant parce que l'un des deux, il fait à son pote, il lui fait c'est des fous. Entre le voisin qui hurlait avec son piquet et moi avec le katana. Donc il y en a un à qui vous coupez la main, alors celui à qui j'ai coupé la main, les flics sont arrivés, comme d'habitude, une dizaine. Ils l'ont emporté avec eux pour l'amener à SOS Main, où ils l'ont recousu, heureusement, une technique merveilleuse SOS Main. Et j'ai fait une garde à vue tout de suite, forcément. Mais là, les flics me disent, Monsieur Casse, vous n'allez pas en cellule. Je leur dis, ah bon? Ils me disent, non, vous restez avec nous, parce que vous ne méritez pas dans la cellule. Vous avez fait ce que vous deviez faire, vous défendre et tout, ça devrait être autorisé. Oui, à un moment donné, ouais. Voilà. Et donc, les policiers, très sympas. Et je me retrouve avec eux, les pieds sur un bureau allongé, mais là, j'aurais pas fait en cellule, tu dors mieux avec une couverture, quoi. Et donc, du coup, le matin, boum, on m'interroge, on me libère. Et on me reconvoque un mois après, et là, je vois une vingtaine de flics à la tête de police de Lille qui viennent en tenue, en civil et tout, voir le gars qui va m'interroger, un commandant qui va m'interroger, et ils lui disent, il a rien à faire, Casse, avec toi, rien. Il dit, c'est le procureur qui a demandé, il a rien à faire, il a fait ce qu'il devait faire. Et donc là, j'ai compris qu'il y avait quand même pour la première fois de ma vie, c'est quand même génial, t'attends quand même près de 70 ans pour être enfin populaire chez les flics, quoi. Dans lequel... Est-ce que les mentalités ont évolué aussi maintenant sur l'autodéfense, sur la self-défense, quand on est attaqué chez soi, quand même le minimum? Oui, mais moi, le malheur pour moi, c'est que la voiture était sortie de la propriété du terrain. Donc si j'avais pu lui couper la tête au moment où il m'a foncé dessus avec sa voiture, ce que les flics ont constaté, là, j'étais en légitime défense. Ah, c'est que vous l'avez couru après. Mais le fait de l'avoir attrapé dehors de la propriété, j'aurais dû le laisser repartir tranquillement avec son butin. C'est la mentalité des juges. Vous avez des armes sur eux, des couteaux, des trucs? J'ai pas eu le temps de vérifier. Ils ont vu leur copain coupé. Une fois que tu sais que ton copain est coupé, inanimé, tu sais qu'il va devoir aller à l'hôpital, tu sais que tu vas être reconnu. Parce que forcément... Donc même si tu es armé, tu peux pas tirer. Pourquoi? Parce que tu sais que avec lui, qui est un boulet, il faut l'hospitaliser pour lui recoudre la main, terminé. Donc ils ont cavalé, ils ont couru très vite. Juste petite question, oui. Pardon, Julien, pour terminer. Est-ce que ça a impacté ta vie professionnelle, cette histoire, ta vie familiale? Bien évidemment, tout ça, ça a impacté ma vie professionnelle, puisque du coup, je me suis retrouvé à l'âge de 17 ans, j'ai arrêté les études. J'ai travaillé sur Paris. Je me suis retrouvé vendeur au sentier. J'ai vendu des blousons de cuir dans la rue. J'ai bossé au puces de Clignancourt, c'était les mêmes patrons. J'ai appris à me débrouiller tout seul, jeune. J'ai appris à payer des factures jeunes. Après, quand mon père est reparti dans l'immobilier à Lille, je l'ai suivi. Donc, je suis allé avec lui, on a fait de l'immobilier ensemble. Donc, c'est vrai que ça m'a aussi fait avancer. Ça m'a fait relativiser énormément de choses dans la vie. Malgré tous les malheurs que j'ai eus, je me dis qu'il y a eu des côtés aussi très sympas, parce qu'il faut aussi prendre le positif. Il y a le négatif, bien évidemment. L'assassinat de ma mère, c'est un traumatisme qu'on ne pourra jamais refermer. L'incarcération de mon père, le fait qu'il l'ait pris plus à la plaisanterie, plus aux choses. Donc du coup, on a été beaucoup moins traumatisés. C'est sûr que si on l'avait vu pleurer tous les jours et nous raconter que c'était terrible pour lui, alors que lui, il était tout le temps en train de plaisanter et de déconner, c'est vrai que ça nous a fait voir la vie d'une autre façon. Ça nous a fait découvrir et avancer autrement. Tu as quel âge aujourd'hui, toi? Aujourd'hui, j'ai 46 ans. 46, tu es marié, tu as une femme, tu es célibataire, tu comment? Alors, j'ai été marié, je suis divorcé. J'ai élevé 2 enfants qui étaient les 2 enfants de ma femme. Aujourd'hui, j'ai toujours ma belle-fille qui vit avec moi. Je travaille dans le secteur automobile, mais j'ai eu un accident de travail, j'ai fait un infarctus sur mon lieu de travail. Donc aujourd'hui, je suis en invalidité, dû évidemment à tout ce que j'ai vécu, une fatigue physique, une fatigue psychologique.
Donc aujourd'hui, le stress parfois. Le stress, bien sûr. Il y a plusieurs. Il y a plein de facteurs. Voilà. Des facteurs qui étaient de mon côté, qui étaient la cigarette, pas faire assez de sport, mal manger. Ça n'aide pas. Voilà. Le côté aussi du stress, de tout ce que j'ai vécu depuis ma jeunesse. J'ai fini par faire un infarctus sur mon lieu de travail. Après, une crise cardiaque, puisqu'il y a une petite delta entre les deux, aussi sur mon lieu de travail. Donc là, on m'a dit que c'était fini, qu'il fallait que je pense à ma santé. Donc oui, ça a impacté toute ma vie, parce qu'évidemment, quand on fait ça juste avant ses 40 ans, c'est dû au vécu qu'on a eu. C'est dû à toutes les causes qu'on a eues. Le corps, il a réagi. Selon un sondage réalisé pour terminer par l'Institut CSA en 2024, 80% des Français jugent la justice trop laxiste. Voilà, on a regardé les chiffres et tout. C'est quoi votre avis? Qu'est-ce que vous avez comme image de la justice aujourd'hui? Aujourd'hui, tu as la moitié des avocats en France qui sont au SMIG. La moitié des avocats en France gagnent 1500 balles par mois. Tu prends des mecs de 50 ans que tu fais passer comme magistrat, 1 an de formation. Tu fermes le NM qui fabrique l'école de magistrature à Bordeaux, qui fabrique des mecs habités. Le problème, c'est que quand tu as 24 ans ou 50 ans, si tu es con à 24, tu seras con à 50 ans. Mais à 50 ans, tu as eu le temps de voir la vie différemment. Tu as eu le temps de voir mourir des parents, voir divorcer, être marié. Tu as vécu. Et donc, tous ces juges qui pourraient arriver en allant pomper les avocats, ça, c'est facile. Tu donnes 2500 balles par mois à ces magistrats qui ont 50 ans, qui gagnent 1500 balles. Tu sors des tonnes, tu sors des centaines, tu peux sortir des milliers de magistrats. Leur donner des moyens avec ça. Embaucher des greffiers, parce qu'ils n'ont pas les moyens de bosser. Et donc, leurs conneries répondent autant parfois d'une incapacité. T'en as qui bossent, t'as des juges qui bossent, t'as des juges courageux. Moi, le procureur Schmitt, tous les matins, je peux le remercier, c'est un type extraordinaire, c'était mon avocat. Voilà, mon avocat, il s'appelle Joseph Schmitt, il était procureur de la République, c'est lui qui m'a sorti de prison, c'est lui qui a obtenu mon non-lieu, enfin, je veux dire, voilà. Et théoriquement, le procureur de la République, c'est lui qui veut ta peau, hein, c'est pas ton pote. Aujourd'hui, c'est pas compliqué. Tu as des milliers d'avocats qui ne demanderaient pas mieux que d'être magistrat. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, du coup? Toi, Julien, tu dois avoir envie de savoir. C'est exactement ça. Moi, la chose qui m'intéresse le plus, c'est que plus de 30 ans après, je sais qu'il peut y avoir des mémoires qui se réveillent. Il peut y avoir des gens qui ont besoin de vider leur sac. Des gens qui ont appris ce qui s'est passé, qui n'ont jamais osé témoigner, qui n'ont jamais osé parler, et qui aujourd'hui pourraient le faire suite à l'âge, suite à une maladie, suite à quelque chose, mais qui voudraient mourir décemment et pouvoir nous expliquer exactement quelle est la vérité de la situation. Vous avez quelle vie aujourd'hui, pour terminer? Je vis en Belgique parce que la vie est beaucoup moins chère. C'est agréable. Je vis avec une femme que j'aime beaucoup, qui est très agréable. J'ai 73 ans, donc aujourd'hui, comment dire, je suis beaucoup plus calme que je n'ai pu l'être avant. Je lis, j'écris et je prépare des procès. Merci beaucoup. Je vous check d'ici. Merci beaucoup, Julien, aussi d'être venu. Merci, André Casse. Et Julien Casse qui était avec nous sur le plateau. On se fait une émission tous les mercredis, vendredis et dimanche. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter l'émission. C'est vrai que j'en ai pas parlé depuis tout à l'heure, mais n'hésitez pas à la commenter, à vous abonner. Vous êtes entre 100 et 150 000 à vous abonner en plus chaque mois sur notre chaîne. Donc, merci à vous. N'hésitez pas à mettre la petite cloche aussi pour être au courant de la prochaine vidéo, à liker aussi. Ça nous permet, et ça permet à l'algorithme de monter tout ça. Je vous remercie en tout cas à toute l'équipe aussi d'avoir préparé l'émission avec nous. On est là donc 3 fois par semaine et en podcast audio aussi sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. On est les premiers podcasts de France. Donc voilà, merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux à nous regarder ou à nous écouter. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.